Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin des Parfums des discussions sartoriales. Cet épisode a été écrit en réaction à vos nombreux commentaires sur la première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue ou si vous souhaitez la revoir, cliquez ici sur le lien qui s'affiche au coin de l'écran. Cette vidéo se veut en quelque sorte être un guide pour les personnes qui ne connaîtraient pas la plupart des notions fondamentales de la parfumerie. Donc nous allons parler de grandes familles olfactives, nous allons parler de la différence entre les différentes appellations qu'on peut trouver dans la parfumerie, donc l'eau de toilette, l'eau de Cologne, l'eau de parfum, ainsi que diverses notions qui, à mon sens, me semblent fondamentales pour comprendre cet univers fascinant et complexe qu'est la parfumerie. Le Comité français du parfum classe les parfums en 7 grandes catégories ou familles. Bien sûr, aujourd'hui, en 2020, il existe plus de 7 grandes familles différentes. Mais les 7 que je vais vous citer ici sont les 7 familles fondamentales, essentielles, qui sont à la base de la parfumerie moderne. Il y a les hespéridés, des parfums faits à base d'huile essentielle extraite de divers agrumes, comme l'orange, le citron vert, le yuzu, voire même le bergamote. Bien entendu, chaque famille est composée d'une multitude de sous-familles. Pour les hespéridés, on y trouve les hespéridés boisés, c'est-à-dire des notes d'agrumes agrémentées de notes boisées, ou encore l'hespéridée florale par exemple. Eau d'orange verte d'Hermès, préférez-lui sa version concentrée, yuzu par Caron ou Blenheim bouquet par Penhaligon sont autant d'hespéridés dignes de votre temps. Puis il y a les floraux, des parfums à base de fleurs. De rose, de lavande, de jasmin, de muguet, de tubéreuse, etc. Le parfum floral le plus connu au monde est également le parfum tout court, le plus connu au monde. Il s'agit du légendaire Chanel numéro 5, un parfum notable pour son utilisation de l'aldéhyde, un composé de synthèse créé au 19e siècle, à l'odeur variable en fonction du contexte. Il peut prendre une forme grasse, cireuse, métallique, voire même presque hespéridée en fonction de son utilisation. Il y a aussi les fougères, qui, contrairement à ce que leur nom semble indiquer, ne se basent pas sur la fougère, la plante. Le nom fait référence au célèbre fougère royale, parfum du 19e siècle créé par Jean-François Houbigant, qui faisait la part belle à un accord complexe de lavande, de géranium, de mousse de chêne, d'une variété de notes boisées et de coumarine, qui est une substance qui peut rappeler l'odeur du foin fraîchement coupé. On trouve naturellement de la coumarine dans les fèves de tonka par exemple. Cet accord de lavande, de géranium, de mousse de chêne, de bois et de coumarine est pratiquement indissociable de la famille des fougères. Comme la famille des fougères, la famille des chypres est également nommée en référence à un parfum de légende. Dans ce cas, le nom Chypre fait référence au bien nommé Chypre de François Coty. Un chypre a tendance à s'ouvrir avec de l'agrume pour passer sur un cœur de fleurs et de fruits avant de sécher sur des notes balsamiques, chaudes, douces et sucrées. Mais un chypre peut également être floral, vert, cuiré, voire même aldéhydé. Pour un bon exemple de chypre célèbre, voire Mitsuko de Guerlain. Les boisés, quant à eux, ne font pas spécialement dans la dentelle. Il s'agit de parfums puissants et aromatiques, structurés autour d'accords de bois assez francs. On y trouve souvent du bois de santal, du cèdre, du patchouli et bien entendu du vétiver, qui est d'ailleurs sa propre sous-catégorie. Il s'agit souvent de parfums linéaires qui durent, les notes boisées étant composées de molécules lourdes qui sont comme une encre sur la peau. C'est posé, ça bouge pas. Eau boisée de Guerlain, vétivérieux de diptyque, qui soit dit en passant est mon vétiver favori, ou le Spice & Wood de Creed sont de bons exemples de parfums boisés de qualité. Les orientaux ou les ambrés sont des parfums sensuels, chaleureux, aux accents rares et exotiques. Ils contiennent souvent des notes de vanille, d'ambre, de patchouli et de labdanum. Les orientaux sont généralement des parfums à forte personnalité qui tendent à très peu évoluer sur la durée. Le plus célèbre des orientaux est probablement le très célèbre Shalimar de Guerlain. Et pour finir, il y a la famille des cuirs, les cuirés, des jus d'une grande puissance bâtis autour d'accords forts, épicés, fumés, des bois aromatiques, du tabac, des notes animales, et bien entendu des notes de cuir. Bien sûr, il est impossible de distiller du cuir. Mais il serait facile de se convaincre de l'inverse, en sentant cuir de Russie de Chanel, cuir intense de Pierre Cardin ou encore Yatagan de Caron. Vous aurez constaté que j'ai fréquemment utilisé le terme de note, mais qu'est-ce qu'une note ? Une note, c'est tout simplement une odeur. Elles sont généralement divisées dans ce qu'on appelle la pyramide olfactive en 3 catégories. Il y a les notes de tête, qui sont donc les plus volatiles, les plus légères, celles qui s'évaporent en premier et qui sont généralement celles que l'on sent en première intention dans un parfum. Il y a les notes de cœur, qui sont, elles, les notes autour desquelles s'articule un peu l'identité du parfum. On y trouve généralement des notes florales, des notes fruitées, des notes plus épicées. Puis il y a les notes de base qui sont généralement des notes boisées, des notes balsamiques, des notes lourdes,
Des molécules lourdes d'ailleurs qui servent à ancrer le reste du parfum sur la peau et à lui accorder donc une longévité plus ou moins importante en fonction de la concentration. Mais il y a une nuance importante à faire entre les notes, qui sont donc les odeurs, ce qui vient vous frapper les narines, et les ingrédients. Il s'agit de deux choses différentes, et c'est une nuance qui est vraiment importante à comprendre. Par exemple, même moi qui ai fréquemment séché mes cours de chimie au lycée, sais qu'on ne peut pas distiller du cuir. Pourtant, il existe une famille entière et de très nombreux parfums qui s'articulent justement autour des notes de cuir. Le cuir ne peut pas être un ingrédient d'un parfum. Une note de cuir est ainsi souvent le résultat de l'utilisation d'un bois fortement aromatique ou d'une résine très puissante, voire même d'un composé de synthèse dont la manière dont il est utilisé rappelle dans le contexte du parfum le cuir, l'odeur du cuir. Au sujet d'ailleurs des composés de synthèse, de très nombreux parfums de nos jours utilisent des composés de synthèse. Ces ingrédients ne seraient pas spécialement vendeurs sous leur propre nom. Personne n'aurait vraiment envie d'acheter un parfum qui s'appelle extrait de galaxolide. Pourtant, le galaxolide est un musc de synthèse comme il en existe très nombreux. Ces muscs synthétiques gardent une composante douce, florale et vanillée et délicatement aromatique qui rappelle celle de la véritable glande de cerf dont était extraite le musc à l'époque, sans reproduire les notes fécales. Ce sont des composants synthétiques qui sont extrêmement utilisés de nos jours pour des raisons évidentes d'économie, d'accessibilité et d'éthique. C'est pourquoi ces muscs de synthèse sont généralement appelés muscs blancs, voire même muscs tout court sur la plupart des pyramides olfactives. C'est juste plus vendeur. En substance, si vous sentez même de la rose dans un parfum, il y a une forte chance pour qu'il n'y ait même pas de rose dans les ingrédients, mais plutôt un composé chimique qui rappelle l'odeur de la rose. La parfumerie, à cœur au final, réduit à sa plus simple expression, ça reste de la chimie. C'est pourquoi la pyramide olfactive, avec tous ces noms plutôt aguicheurs qui font la part belle aux noms plutôt évocateurs, aux roses, aux muscs, à toutes ces choses qui sont beaucoup plus vendeuses que des noms de composants, restent des outils extrêmement utiles, notamment d'un point de vue marketing. Il s'agit de donner au client une idée de ce que le parfum évoque, pour que le client sache à peu près à quoi s'attendre. C'est utile d'un point de vue marketing certes, mais pas seulement. Car le sens de l'odorat est quelque chose d'extrêmement subjectif et d'extrêmement peu fiable. Si vous avez déjà eu l'occasion de manger dans un de ces restaurants où l'on mange dans le noir, vous savez qu'il est extrêmement difficile d'identifier ce que l'on mange sans voir ce que l'on mange. On goûte autant avec nos yeux qu'avec nos papilles. De la même manière, on sent autant avec notre cerveau qu'avec notre nez. De nombreux shampoings, par exemple, prétendument à l'orange, ne contiennent pas la moindre agrume, mais un composant générique un peu sucré. Le packaging avec son image d'orange, sa couleur orange, suffit à convaincre votre cerveau qu'il s'agit effectivement bien d'orange que vous sentez. Et c'est à ça que servent toutes ces publicités pour le parfum complètement à dormir debout, complètement lunaire, tout ce marketing ultra conceptuel qui va du design de la bouteille au nom du parfum, à la pyramide olfactive, à ces pubs complètement surréels. Tout est fait de manière à aiguiller votre cerveau vers l'idée que le parfum cherche à communiquer. La parfumerie, au final, c'est une grande illusion. La pyramide olfactive ne sert essentiellement que d'indication au client pour que le client ait une idée de ce qu'il va acheter, pour qu'il ait une idée de ce que le parfum cherche à exprimer. La plupart des parfums ne sont pas une simple distillation de tous les ingrédients indiqués dans la pyramide, parce que la plupart du temps, dans la pyramide, la plupart des notes indiquées ne sont en réalité absolument pas distillables. Mais en revanche, ce qu'il y a dans le jus évoque les notes indiquées sur la pyramide. C'est à ça, au final, que la pyramide olfactive sert vraiment, c'est pour ça qu'elle est utile, et c'est pour ça qu'on la retrouve dans à peu près tous les sites qui vendent des parfums de nos jours. D'ailleurs, je parle de parfum depuis tout à l'heure, mais qu'en est-il de l'eau de Cologne, de l'eau de toilette? Qu'est-ce qui fait d'un parfum un parfum? Eh bien, les parfums modernes sont à base d'alcool, et plus précisément d'alcool éthyle, qui est un alcool neutre qui ne dénature pas la nature du jus, le jus étant donc le concentré olfactif créé par le parfumeur dans ses grandes cuves. Le jus est donc ensuite ajouté à l'alcool dans des quantités et des proportions très précises. C'est cette quantité, ce rapport entre l'alcool et le jus, exprimé en pourcent, qui va déterminer la nature de la fragrance. À moins de 1% de jus dans l'alcool, vous aurez par exemple de l'aftershave. Ce qui veut dire que cet éclat de fraîcheur que vous ressentez sur votre peau après avoir appliqué de l'aftershave, c'est essentiellement l'effet de l'alcool. À moins de 4%, vous avez de l'eau fraîche, c'est-à-dire un parfum très léger qui ne dure pas très longtemps. Entre 2 et 5%, on a l'eau de Cologne, toujours frais, toujours léger, mais qui dure un petit peu plus longtemps.
Entre 5 et 15% se trouve l'eau de toilette, qui est plus riche, plus complexe et qui également tend à durer plus longtemps que l'eau de toilette. Entre 15 et 20%, il y a l'eau de parfum. À plus de 20% et jusqu'à 40%, on a l'extrait de parfum. Et à ce niveau-là, quelques gouttes suffisent pour la journée entière. Ces proportions restent bien entendu relativement approximatives, car il y a bien sûr de nombreuses variables à prendre en compte et tous les jus sont plus ou moins uniques. Voilà qui conclut ce petit tour d'horizon des diverses notions de base de la parfumerie. J'espère qu'elles vous auront été utiles et qu'elles vous auront enjoint à en apprendre peut-être un peu plus sur cet art fascinant qu'est la parfumerie. Si vous avez des questions supplémentaires, des choses que vous souhaitez que j'éclaircisse, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires. Si vous êtes déjà amateur de parfum et que j'ai oublié quelque chose qui vous semble important, n'hésitez pas à écrire un commentaire énervé dans les commentaires également, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain coin des parfums des discussions sartoriales.